Le docteur m'a regardé et a dit « J'ai besoin que vous me laissiez quelques minutes seule avec votre fils. » Pourquoi? Mon fils Kyle n'a que 6 ans. N'a-t-il pas besoin de moi ici? Ai-je demandé, immédiatement inquiète. Oui, mais je dois effectuer une évaluation privée du développement. Docteur? A répondu Kelly froidement. J'ai hésité. Une quoi? Il n'en avait jamais eu besoin. C'est une procédure standard pour son groupe d'âge. Nouveau protocole, a-t-elle dit. J'ai voulu dire non, mais elle ouvrait déjà la porte et me faisait signe de sortir. Je suis sortie dans le couloir parce que je ne pouvais pas discuter avec un docteur, mais quelque chose continuait de me tracasser. Alors je suis restée juste devant la porte, écoutant leur conversation. Ces questions étaient encore plus alarmantes. Es-tu heureux à la maison? Est-ce que quelqu'un t'a déjà frappé? Est-ce que maman et papa se disputent beaucoup? J'ai senti mon cœur s'accélérer. Était-elle en train de monter un dossier pour les services de protection de l'enfance, SPE, contre moi? J'ai essayé de réfléchir à ce qui aurait pu être mal interprété. Kyle s'était écorché le genou la semaine dernière au parc. Était-ce cela? Mon esprit passait en revue tous les scénarios possibles où quelqu'un pourrait penser que nous étions de mauvais parents. La Kelly a ouvert la porte et m'a souri. Nous avons terminé. J'aimerais fixer un rendez-vous de suivi dans 2 semaines. Un suivi? Ce n'est qu'un examen de routine, n'est-ce pas? Est-il en parfaite santé? Ai-je demandé, paniquant à l'idée que quelque chose n'allait pas chez Kyle. Je veux juste revérifier quelque chose, a-t-elle dit vaguement. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être méfiante. J'ai insisté pour rester dans la même pièce 2 semaines plus tard. Son sourire a vacillé. L'évaluation fonctionne mieux quand il n'y a que Kyle et moi, a-t-elle argumenté. Mais j'ai refusé de céder. Elle a semblé déçue, mais a hoché la tête. Elle s'est assise sur le tabouret à roulettes et a sorti un cadeau emballé. Les yeux de Kyle se sont écarquillés lorsqu'il a déballé un livre de coloriage complet de Spider-Man avec un jeu de feutre. Elle a ouvert le livre de coloriage et a commencé à lui poser des questions vagues pendant qu'il choisissait un feutre. Quelle est ta routine quotidienne, Kyle? Quand te réveilles-tu? Quand te couches-tu? Quand es-tu généralement à la maison? Quelqu'un d'autre vit-il avec toi? Je me suis interposée entre eux. Pourquoi avez-vous besoin de connaître son emploi du temps, docteur? Kelly a semblé nerveuse. Je suis juste minutieuse. Créer un lien est important pour les soins continus. Mais nous pouvons nous arrêter là. J'aimerais fixer un autre suivi. En fait, si c'est plus pratique, je pourrais le voir en dehors des heures de consultation. Je pourrais même venir chez vous. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Les pédiatres ne font pas de visites à domicile, pas sans mauvaises intentions. Alors j'ai tenu bon. Non, je vais chercher un nouveau docteur. J'ai pris Kyle dans mes bras et j'ai couru hors de la clinique, l'escalade. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. La Kelly a commencé à appeler mon téléphone tous les jours, laissant des messages vocaux désespérés. Chacun sonnait encore plus fou que le précédent. J'étais vraiment effrayée. J'ai bloqué son numéro en espérant que les choses s'arrêteraient là. Mais 3 semaines plus tard, elle est apparue chez nous, souriante devant notre porte. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vue debout en blouse blanche, tenant un grand cadeau. « Bonjour, j'ai quelque chose pour Kyle. » J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la moustiquaire verrouillée. Kyle a couru, les yeux brillants à la vue du cadeau. « Ouah! Bonjour, Kelly! Des cadeaux! » a-t-il crié, sautant joyeusement. Elle s'est accroupie et a hoché la tête. « C'est un ensemble Lego spécial, mais j'ai besoin de te parler d'abord. Puis-je entrer juste quelques minutes? » Non. J'ai mis ma main sur l'épaule de Kyle et je l'ai éloigné de la porte. Vous devez partir. Ses yeux se sont remplis de larmes. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de lui parler encore une fois. Vous ne comprenez pas. S'il vous plaît, laissez-moi lui donner son cadeau. Kyle tirait sur mon t-shirt. Maman, s'il te plaît, c'est un ensemble Lego. Mais j'ai vu le regard maniaque dans ses yeux. Je ne pouvais pas prendre de risque. J'ai sorti mon téléphone de ma poche pour composer le 911. C'est à ce moment-là que la Kelly a tiré si fort sur la moustiquaire que la serrure s'est brisée et que le cadre s'est tordu. Elle m'a fait tomber le téléphone de la main et a attrapé Kyle dans ses bras avant que je puisse crier. « Kyle !» Je l'ai poursuivie. Mais elle était déjà dans sa voiture. Elle l'a jeté sur le siège arrière et a mis les verrous. « Arrêtez !» ai-je supplié. Elle a démarré la voiture pendant que je frappais à la vitre. « Ne faites pas ça. » Elle a appuyé sur l'accélérateur et est partie. J'ai couru vers ma voiture dans le garage et j'ai sauté dedans, mes mains tremblant tellement que j'avais à peine pu démarrer la voiture. Je l'ai poursuivie imprudemment, mettant le 911 en haut-parleur. Je leur ai donné le numéro de plaque d'immatriculation de la Kelly. « Madame,
J'ai besoin que vous ne vous impliquiez pas, mais je n'allais pas m'arrêter. L'affrontement et la révélation. La voiture s'est arrêtée à l'hôpital pour enfants. J'ai freiné juste derrière sa voiture et j'ai couru vers eux. Arrêtez! Que quelqu'un l'arrête! 2 gardes de sécurité se sont précipités, suivant la Drekeli sur 2 allées, dépassant d'autres infirmières et patients. Elle a commencé à crier « Regardez par la fenêtre de ce lit, c'est ma fille Misty. Elle est en train de mourir et il est le seul compatible. Il peut la sauver. » Les gardes de sécurité ont saisi les bras de la Drekeli et l'ont éloignée de la voiture. J'ai claqué la porte arrière et j'ai attrapé Kyle. Il est tombé sur ma poitrine et tout son corps tremblait contre le mien. Il pleurait et demandait pourquoi la doctoresse l'avait emmené. J'ai essayé de répondre, mais ma voix ne fonctionnait pas correctement. Les mots étaient coincés dans ma gorge. La Drekeli continuait de crier, même avec les gardes qui la retenaient. Elle continuait de pointer le bâtiment de l'hôpital et de crier à propos de sa fille Misty dans ce lit à l'étage. Elle disait que Kyle était le seul compatible et qu'il pouvait la sauver. J'ai réalisé qu'elle croyait vraiment que cela rendait tout acceptable. Comme si voler mon fils était bien parce que sa fille était en train de mourir. Plus de gardes de sécurité sont arrivés en courant depuis l'entrée de l'hôpital. Ils ont formé une ligne entre nous et la Drekeli. Quelqu'un parlait dans une radio, appelant la police. Conséquences immédiates. J'ai pris Kyle et je l'ai emmené vers les portes de l'hôpital. Mes jambes étaient bizarres et tremblantes, mais je continuais d'avancer. Dans le hall, j'ai trouvé une chaise dans un coin loin des fenêtres. Je me suis assise et j'ai mis Kyle sur mes genoux. J'ai commencé à le vérifier partout à la recherche de coupures ou de contusions. J'ai soulevé son t-shirt et vérifié ses bras et ses jambes. Il n'arrêtait pas de dire qu'il allait bien, mais je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Une infirmière en uniforme bleu s'est approchée avec 2 bouteilles d'eau et une couverture. Elle a mis la couverture autour des épaules de Kyle. Sa voix était très douce et prudente, comme si elle parlait à quelque chose de cassé. C'est là que j'ai réalisé que nous devions avoir l'air aussi mal que je me sentais. Kyle pleurait encore un peu, et je tremblais tellement que la bouteille d'eau vibrait dans ma main. 2 policiers sont entrés par les portes principales environ 10 minutes plus tard. Ils avaient les mains sur leur ceinture et regardaient autour du hall. L'un d'eux s'est approché de nous et a demandé si j'étais la mère qui avait appelé le 911. J'ai hoché la tête et il a dit qu'il devait nous séparer pour les déclarations. Mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas lâcher Kyle, mais l'officier a expliqué qu'une assistante sociale de l'hôpital resterait avec lui dans une salle familiale. Il a pointé du doigt une femme debout près d'une porte avec des jouets et des livres visibles à l'intérieur. J'ai emmené Kyle là-bas et l'assistante sociale lui a souri. Elle avait un visage gentil et lui a montré un panier de figurines d'action. Kyle m'a regardé et je lui ai dit que je serais juste à l'extérieur. L'officier m'a conduit dans un petit bureau et m'a tendu un presse-papier avec des formulaires. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas écrire. Les lettres continuaient de s'estomper sur la page. Il l'a remarqué et a proposé d'écrire pendant que je parlais. Je me suis sentie reconnaissante car je ne pensais pas pouvoir tenir le stylo fermement. J'ai commencé à lui raconter tout depuis le début. Le premier rendez-vous où la Drekeli voulait que je sorte de la pièce. Les questions bizarres sur notre vie à la maison et l'emploi du temps de Kyle. Le suivi où elle lui a donné le livre de coloriage Spider-Man. Son offre de venir chez nous. Les appels téléphoniques après que j'ai bloqué son numéro. Puis, son apparition à notre porte 3 semaines plus tard. J'ai décrit comment elle a cassé la moustiquaire et attrapé Kyle. Comment j'ai poursuivi sa voiture et appelé le 911. Ma voix est devenue plus ferme à mesure que je me concentrais sur les faits plutôt que sur ma peur. L'officier a pris des photos de mes paumes où je les avais écorchées en frappant la vitre de sa voiture. Il a noté le numéro de plaque d'immatriculation que j'avais donné à l'opérateur du 911. Puis il a expliqué que des détectives feraient un suivi parce que c'était une affaire d'enlèvement. Entendre ce mot a rendu tout cela plus réel. Ça m'a coupé le souffle pendant 1 seconde. Ce n'était pas seulement un docteur effrayant, c'était un vrai crime. Par la fenêtre du bureau, je pouvais voir le hall principal. La Drekeli était assise dans une zone différente, parlant avec d'autres officiers. Elle continuait de pointer vers les étages supérieurs où sa fille devait se trouver. Un homme en costume s'est approché et a commencé à parler rapidement aux gardes de sécurité. J'ai saisi des bribes de ce qu'il disait à travers la vitre. Quelque chose à propos de contacts non autorisés avec des patients et de suspension immédiate. Entendre cela m'a fait me sentir un peu moins folle, comme si peut-être je n'avais pas tort de me méfier toutes ces fois. Enquête et peur. Un détective en tenue civile a frappé à la porte du bureau et est entré. Il s'est présenté comme Nathaniel Maggi.
Il a demandé si un autre pédiatre pouvait examiner Kyle pour noter toute blessure ou stress. J'ai signé le formulaire d'autorisation médicale et le stylo a cliqueté contre le presse-papier. Je lui ai dit que je devais être là à chaque seconde de l'examen. Il a dit que c'était très bien. Nous sommes allés dans une salle d'examen et Kyle était déjà là avec l'assistante sociale. Une doctoresse aux cheveux gris est entrée et a souri à Kyle. Elle était plus âgée et parlait doucement, ce qui m'a apaisée. Kyle m'a tenu la main fermement pendant qu'elle l'examinait. Elle a écouté son cœur et a dit qu'il battait très vite. Elle a écrit qu'il montrait des signes de stress aigus, mais aucun dommage physique. Le détective Maggi est revenu après l'examen. Il a expliqué que la Drekeli ferait probablement face à des accusations d'enlèvement et d'agression pour avoir cassé notre moustiquaire. Peut-être d'autres accusations aussi, selon ce qu'il trouverait. Il a dit que nous devions nous rendre au poste de police demain pour des déclarations enregistrées, mais que nous pouvions rentrer à la maison maintenant si nous nous sentions en sécurité. J'ai failli rire de cette question. Je n'étais pas sûre de me sentir à nouveau en sécurité, mais j'ai hoché la tête parce que Kyle avait besoin de son propre lit. Mon téléphone a commencé à sonner alors que nous étions encore dans la salle d'examen. C'était Darren. Sa voix était rauque et effrayée. Il a dit qu'un voisin avait vu des voitures de police chez nous. J'ai essayé d'expliquer tout en courte rafale. Le détective Maggi se tenait là, me regardant avec un air de compréhension. J'ai raconté à Darren l'histoire de la moustiquaire, de la poursuite et de l'hôpital. Il a dit qu'il quittait le travail immédiatement pour nous rejoindre à la maison. Puis j'ai mentionné les rendez-vous précédents et comment la Drekeli voulait faire des visites à domicile. La voix de Darren est passée de la peur à la colère. Il a demandé pourquoi je ne lui en avais pas parlé plus tôt. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine même si j'étais trop fatiguée pour me disputer. Avant que nous puissions partir, une femme est entrée par les portes du hall. Elle avait un badge d'identification indiquant service de protection de l'enfance. Elle s'est approchée de nous et s'est présentée comme Genesis Wise. Elle a expliqué gentiment qu'ils avaient été informés en raison des évaluations antérieures de la Drekeli. Ces questions sur notre vie à la maison avaient soulevé des soupçons concernant une éventuelle enquête. Mon estomac s'est à nouveau noué. Maintenant, je devais prouver que j'étais une bonne mère en plus de tout le reste. Genesis a dit qu'elle devait planifier une visite à domicile pour demain après-midi. Elle a promis que c'était un protocole standard et non une accusation. Mais je pouvais entendre l'inquiétude en arrière-plan. Comme si j'aurais peut-être dû m'en rendre compte plus tôt. Comme si j'aurais peut-être dû mieux protéger Kyle. La nuit d'après. Le trajet en voiture jusqu'à la maison donnait l'impression que je me déplaçais dans le brouillard. Kyle était assis tranquillement dans son siège auto à l'arrière. Je n'arrêtais pas de vérifier le rétroviseur pour voir si des voitures nous suivaient. Chaque fois qu'une voiture tournait quand nous tournions, mon cœur commençait à s'accélérer. Puis elle continuait à passer notre rue et je pouvais respirer à nouveau. Lorsque nous sommes entrés dans notre allée, j'ai vu la moustiquaire. Elle pendait de travers, le cadre tout tordu. Voir ces dommages physiques a fait recommencer mes mains à trembler sur le volant. Je me suis forcée à lâcher le volant et à ouvrir la porte de la voiture. Mes jambes étaient instables en marchant dans l'allée, la main de Kyle agrippée fermement à la mienne. Le cadre de la moustiquaire était recouvert de carton que Darren avait scotché sur le métal tordu et la serrure cassée. La voir ainsi rafistolée rendait tout cela encore pire d'une certaine manière. Comme si nous vivions dans une maison cambriolée qui n'avait jamais été correctement réparée. Darren a ouvert la porte d'entrée avant que nous n'arrivions et a attiré Kyle dans une longue étreinte, le soulevant du sol. Il m'a regardé par-dessus l'épaule de Kyle avec tant de questions dans les yeux, mais j'étais trop fatiguée pour expliquer quoi que ce soit de plus que ce que j'avais déjà fait au téléphone. Kyle s'est dégagé et a couru à l'intérieur pour voir si ses jouets allaient bien, nous laissant debout dans l'entrée. Darren m'a touché le bras et m'a demandé si j'allais bien. Mais j'ai juste secoué la tête parce que je ne savais pas comment répondre à ça. Une voiture de police s'est arrêtée 20 minutes plus tard et un officier en uniforme est sorti, portant une caméra et des sacs de preuves. Il a pris des photos du cadre de porte cassé sous différents angles, le flash se déclenchant encore et encore. Puis il a fait le tour de la maison et est revenu avec mon téléphone des buissons où il avait atterri, le laissant tomber dans un sac en plastique transparent et le marquant avec une étiquette jaune. Il a fait de même avec des morceaux du mécanisme de verrouillage cassé, étiquetant chacun. Notre maison ressemblait à une scène de crime quand il a eu terminé. Il m'a remis un numéro de dossier sur une petite carte et a dit « Le détective Maggi fera un suivi demain concernant nos déclarations. » Après son départ, je suis restée dans la cuisine et j'ai regardé le carton recouvrant la porte,
pensant à la Drekeli qui se tenait juste là quelques heures auparavant. Cette nuit-là, Kyle s'est réveillé en hurlant à 23h30. J'ai couru dans sa chambre et je l'ai trouvé assis dans son lit, pleurant et disant que la doctoresse l'emmenait à nouveau. Je suis montée dans son petit lit et je l'ai serré contre ma poitrine, lui caressant les cheveux et lui disant qu'il était en sécurité maintenant. Il n'arrêtait pas de demander si elle allait revenir, et je lui ai promis encore et encore qu'elle ne pourrait plus s'approcher de lui. Son corps a lentement cessé de trembler, mais il a fallu près d'1 heure avant qu'il ne se rendorme. Je suis restée là à côté de lui, mon dos appuyé contre ses draps de dinosaure et mon bras s'engourdissant sous son poids. Vers 1h du matin, il s'est réveillé en hurlant à nouveau, cette fois à propos d'être dans la voiture. J'ai recommencé la même routine, le berçant et lui chuchotant que je ne laisserais personne le prendre. À 3 ans, il est finalement tombé dans un sommeil plus profond, mais je ne pouvais pas fermer les yeux. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter. Le bourdonnement du réfrigérateur, le clic du système de chauffage qui s'allume, une voiture qui passe dehors. J'ai gardé mon téléphone serré dans une main tout le temps, le pouce sur le bouton d'appel d'urgence, prête à composer le 911 à nouveau si j'entendais quelque chose d'anormal. Mon esprit continuait de rejouer le moment où elle l'a attrapé encore et encore comme une vidéo que je ne pouvais pas arrêter. La façon dont elle l'a soulevé si vite, le bruit des verrous de voiture qui cliquent, son visage à travers la vitre, les pièces qui s'assemblent et plus de conséquences. Le détective Maggi a appelé à 8h13 pendant que je faisais du café. Il a dit qu'il avait besoin que nous venions au poste de police cet après-midi pour les déclarations enregistrées. Probablement vers 14 ans. Puis il m'a dit de ne rien publier sur l'affaire sur les réseaux sociaux. Je n'avais même pas pensé à Facebook ou autre, mais dès qu'il l'a dit, j'ai réalisé que d'autres parents de la clinique commenceraient probablement à poser des questions quand ils apprendraient l'existence de la police à l'hôpital. Il a également mentionné que l'hôpital pour enfants avait commencé sa propre enquête sur la façon dont la Drekeli avait eu accès à Kyle et ce qu'il en était de son emploi là-bas. Cela ressemblait à quelque chose, mais aussi à rien, parce que cela n'expliquait pas pourquoi personne ne l'avait remarqué avant qu'elle n'attrape réellement mon fils. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis je suis restée là, tenant le téléphone, et me demandant combien d'autres familles elle aurait pu faire cela. Kyle est descendu en pyjama, réclamant des céréales. Pendant que Kyle mangeait ses Cheerios à la table de la cuisine, je me suis assise avec un cahier et je me suis forcée à tout écrire sur ses rendez-vous précédents. Le premier où elle le voulait, seul pour l'évaluation du développement. Toutes ces questions pour savoir si quelqu'un l'écoutait à la maison, si nous nous disputions beaucoup. À l'époque, j'avais pensé qu'elle montait peut-être un dossier SPE, mais maintenant, je pouvais voir qu'elle recueillait des informations, apprenant notre emploi du temps, découvrant quand Kyle était à la maison et qui d'autre vivait avec nous. Le deuxième rendez-vous quand elle a apporté ses feutres Spider-Man et a posé des questions sur sa routine quotidienne, l'heure à laquelle il se réveillait, l'heure à laquelle il se couchait. Elle cartographiait sa vie comme si elle planifiait quelque chose. Et puis l'offre de faire des visites à domicile, de le voir en dehors des heures de consultation. Ce n'était pas de la gentillesse ou de bons soins aux patients. Elle voulait avoir accès à lui sans moi, ni autre personnel médical pour voir ce qu'elle faisait. Mon instinct savait que quelque chose n'allait pas pendant ces rendez-vous. Je l'ai senti dans mon ventre à chaque fois. Mais je me suis convaincue de ne pas lui faire confiance parce qu'elle était docteur et que j'étais juste une mère inquiète qui regardait probablement trop d'émissions de true crime. J'aurais dû m'écouter. J'aurais dû partir après cette première évaluation bizarre au lieu de revenir. Protection et révélation. Au poste de police, le détective Maggi nous a guidés à travers le processus de demande d'une ordonnance restrictive d'urgence. Les formulaires demandèrent des incidents spécifiques et des dates. Alors j'ai tout écrit. La moustiquaire cassée avec l'heure à laquelle c'était arrivé, la tentative d'enlèvement à l'hôpital, l'offre de visite à domicile qui avait franchi les limites, les appels téléphoniques après que je l'ai bloqué. Kyle était assis dans une salle d'attente lumineuse au bout du couloir avec un avocat des victimes qui avait des jouets et des livres de coloriage. J'étais contente qu'il n'ait pas à rester assis là à m'entendre décrire à nouveau les pires moments. Le détective Maggi a été patient pendant que je remplissais chaque section, vérifiant que j'incluais suffisamment de détails. Il a expliqué que le juge l'examinerait rapidement, probablement d'ici demain, et que nous obtiendrions une ordonnance temporaire en attendant une audience complète. Les formalités semblaient importantes et inutiles à la fois. Importantes parce que c'était une protection officielle. Inutile parce qu'un morceau de papier n'arrêterait pas quelqu'un qui avait déjà fait irruption par notre porte, mais j'ai tout signé et le lui ai rendu.
espérant qu'au moins cela créerait des conséquences si elle tentait de nous contacter à nouveau. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Une femme nommée Deborah Stokes s'est présentée comme étant du service de gestion des risques de l'hôpital. Elle a dit « La Drew Kelly a été suspendue immédiatement pendant qu'ils enquêtent sur ce qui s'est passé. » Sa voix était professionnelle, mais je pouvais entendre l'inquiétude en arrière-plan, comme si elle craignait que l'hôpital ne soit poursuivi. Elle a posé des questions prudentes sur nos rendez-vous. Avais-je signé des formulaires de consentement inhabituels? La Drew Kelly m'avait-elle déjà demandé d'autoriser quelque chose d'inhabituel? Je lui ai parlé de l'évaluation du développement et de l'offre de visite à domicile. J'ai entendu un cliquetis de clavier en arrière-plan, des clics rapides comme si elle prenait des notes détaillées. Elle a promis que leur comité de sécurité des patients examinerait tous les protocoles concernant le moment où les médecins peuvent voir les patients seuls et la façon dont le personnel accède aux dossiers médicaux. J'ai eu l'impression qu'ils essayaient de se couvrir légalement, mais au moins ils prenaient cela au sérieux. Elle m'a donné son numéro direct et m'a dit d'appeler si je me souvenais de quelque chose d'autre qui semblait incorrect dans nos interactions avec la Drew Kelly. Le lendemain, un docteur nommé Wu Logan m'a appelé par l'intermédiaire du détective Maggie. Il a dit qu'il était médecin transplanteur et qu'il voulait parler de l'éthique médicale de ce qui s'était passé si j'étais disposée. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bureau d'un bâtiment médical qui n'était pas relié à l'hôpital pour enfants. Il avait les cheveux gris et une manière de parler calme qui m'a rendue moins sur la défensive. Il a expliqué que le don réel de moelle osseuse nécessitait un consentement éclairé approfondi de toutes les personnes impliquées. Conseil génétique. Évaluation psychologique, plusieurs rendez-vous où il s'assure que le donneur et la famille comprennent tous les risques. Il a dit que même si Kyle avait été compatible avec sa fille, forcer ou tromper une famille pour le don violait toutes les normes éthiques en médecine de transplantation. Tout issue obtenu par les méthodes de la Drew Kelly serait de toute façon complètement inadmissible pour la transplantation. Le centre de transplantation ne l'accepterait jamais. Elle n'aurait pas pu utiliser ce qu'elle avait obtenu de Kyle, même si son plan avait fonctionné. Il a souligné qu'il ne défendait pas ses actions, mais qu'il m'aidait juste à comprendre que le don légitime n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait tenté de faire. Je me suis sentie un peu mieux en sachant que le don approprié impliquait tant de protection pour les donneurs, mais cela m'a également fait réaliser à quel point elle avait dépassé les limites normales. 3 jours après l'incident à l'hôpital, le détective Maggie a appelé avec une nouvelle qui m'a retourné l'estomac. Le laboratoire criminel avait analysé ces feutres Spider-Man que la Drew Kelly avait donnés à Kyle lors du 2e rendez-vous. Ils ont trouvé des traces de salive sur les pointes des feutres. Il a expliqué qu'elle avait probablement fait en sorte que Kyle les essaie en les mettant brièvement dans sa bouche, ce qui aurait recueilli des cellules de la joue pour des tests génétiques. Le laboratoire était toujours en train d'analyser si elle avait réellement obtenu de l'ADN utilisable, mais l'intention était évidente. Je me suis sentie malade en me rappelant à quel point Kyle était excitée par ses feutres. Comment elle a transformé sa confiance et son bonheur en un outil pour son plan. Elle a dressé mon fils de 6 ans pour qu'il lui donne un échantillon d'ADN sans qu'il ne le sache, ni moi. Cela m'a semblé encore plus violatoire que l'agrippement physique d'une certaine manière. L'agrippement était violent et effrayant, mais au moins c'était évident. C'était sournois et manipulateur, utilisant son innocence contre lui. Le détective Maggie a dit que cela ajouterait probablement des accusations liées à la collecte génétique non autorisée et peut-être à la mise en danger d'un enfant mineur, selon ce que le procureur déciderait. Chercher la guérison et faire face à la communauté Genesis Wise a appelé plus tard cette semaine-là et a dit qu'elle avait des références pour des thérapeutes pour enfants spécialisés dans les traumatismes médicaux. Elle a trouvé quelqu'un avec une disponibilité immédiate, ce qui m'a semblé un miracle, car j'avais entendu dire que les listes d'attente pour la thérapie pouvaient être de plusieurs mois. La thérapeute s'appelait Drew Sarah Chen, et elle m'a appelé directement pour fixer un rendez-vous d'admission pour la semaine prochaine. Sa voix était chaleureuse, et elle m'a expliqué doucement que Kyle pourrait montrer une certaine régression dans les semaines à venir, des problèmes de sommeil, ce que nous voyons déjà, la peur des environnements médicaux, peut-être de l'anxiété de séparation. Elle a dit « Les enfants sont vraiment résilients lorsqu'ils ont le bon soutien. » Et cela m'a donné la première petite lueur d'espoir que j'avais ressentie depuis que tout cela avait commencé. Elle a posé quelques questions de base sur la personnalité de Kyle et ce qui s'était passé, prenant des notes. Puis elle a dit qu'elle aurait des jouets et du matériel artistique prêt pour sa première séance, car parfois les enfants de son âge expriment mieux les choses par le jeu que par les mots. J'ai été reconnaissante que Genesis nous ait connectés si rapidement au lieu de nous laisser nous débrouiller seuls.
Pour le week-end, la nouvelle s'était répandue dans notre quartier et à l'école de Kyle. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des SMS d'autres parents. La plupart étaient de soutien, proposant d'apporter des repas ou d'aider avec ce dont nous avions besoin. Mais mélangés, il y avait des messages d'un groupe Facebook de parents locaux que quelqu'un avait fait une capture d'écran et m'avait envoyé. Les gens spéculaient sur l'existence d'abus dans notre foyer qui auraient déclenché une enquête SPE si la Dere Kelly avait vu des signes de quelque chose de mal et que nous le couvrions. Je me suis sentie humiliée de lire des étrangers discuter de ma famille comme si nous étions des suspects au lieu de victimes. Une partie de moi voulait publier une longue explication nous défendant, clarifiant les choses. Mais le détective Maggie m'avait spécifiquement averti de ne rien publier de public sur l'affaire. Alors j'ai juste dû rester assise là et laisser les gens bavarder, sachant que certains d'entre eux se demanderaient probablement toujours si nous avions peut-être fait quelque chose de mal. Darren m'a trouvé en train de lire les commentaires Facebook et m'a enlevé le téléphone, me rappelant que tous ceux qui comptaient connaissaient la vérité. Mais ça faisait toujours mal de savoir que nos noms étaient traînés dans la boue par des rumeurs auxquelles nous ne pouvions même pas répondre. Cette nuit-là, après que Kyle se soit finalement endormi, Darren et moi sommes restés dans la cuisine à parler dans des murmures rauques pour ne pas le réveiller. Il voulait poursuivre l'hôpital immédiatement, obtenir de l'argent pour la thérapie et peut-être déménager dans un endroit plus sûr. Je n'arrêtais pas de dire que nous devions d'abord nous concentrer sur l'affaire pénale. S'assurer que la Dre Kelly soit réellement punie au lieu qu'on nous donne un chèque pour nous faire taire. Son visage était rouge et ses mains continuèrent de se serrer en poing. Il a dit que nous avions besoin de l'argent maintenant que son patron lui donnait déjà du fil à retordre pour avoir manqué le travail et que nous ne pouvions pas nous permettre toute la thérapie dont Kyle aurait besoin. J'ai senti ma propre colère monter, car ce n'était pas une question d'argent pour moi. Il s'agissait de m'assurer qu'elle ne puisse pas faire ça à une autre famille. Nous nous sommes disputés, nos voix sont devenues plus fortes jusqu'à ce que nous nous souvenions tous les deux de Kyle dormant à l'étage et que nous nous forcions à nous taire. Darren a dit que j'étais têtue et que je ne pensais pas à nos besoins réels. J'ai dit qu'il était égoïste et ne se souciait que des factures plutôt que de la justice. Ensuite, nous pleurions tous les deux, épuisés et effrayés, assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Aucun de nous ne pouvait admettre que l'autre pouvait avoir raison, parce que nous étions tous les deux si fatigués et effrayés que nous ne pouvions pas voir au-delà de notre propre panique. Finalement, nous sommes simplement allés nous coucher sans rien résoudre. Coucher des côtés opposés, nous tournant le dos. Reprendre le contrôle. Le lendemain matin, Genesis Wise est arrivée pour sa visite à domicile juste à 9h comme elle l'avait prévu. Elle a traversé chaque pièce avec un presse-papier, vérifiant que nous avions des détecteurs de fumée fonctionnels et que la chambre de Kyle était propre et sûre. Elle a posé des questions gentilles à Kyle sur sa routine quotidienne pendant que j'étais à proximité, essayant de ne pas avoir l'air nerveuse. Avait-il son propre lit? Prenait-il des repas réguliers? Se sentait-il en sécurité ici? Kyle a répondu honnêtement, lui montrant ses jouets et ses animaux en peluche préférés. Elle a ouvert des placards dans la cuisine et a regardé dans le réfrigérateur, écrivant des notes sur ses formulaires. Je me suis sentie jugée pour chaque plat sale et lit défait, même si la maison était plus propre qu'elle ne l'avait été depuis des mois parce que j'avais passé toute la matinée à me préparer. Genesis est passée par la salle de bain, le salon, même le garage. Elle a vérifié la moustiquaire cassée qui avait encore du carton scotché et a pris note de la faire réparer correctement. Après environ 1 heure, elle s'est assise à la table de la cuisine avec moi pendant que Kyle jouait dans l'autre pièce. Elle m'a dit clairement que je n'étais pas sous enquête, que ce n'était qu'un protocole dû aux questions de la Dre Kelly lors de ses rendez-vous. Elle a dit que ma réaction rapide aux problèmes de limite montrait en fait que j'étais une mère protectrice. Pas négligente. Ces mots ont soudainement relâché quelque chose de tendu dans ma poitrine. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais peur qu'ils pensent que j'étais une mauvaise mère, jusqu'à ce qu'elle me dise que je ne l'étais pas. Elle a signé quelques papiers et m'a laissé des copies pour mes dossiers, promettant que le dossier serait officiellement fermé d'ici 1 semaine. En la raccompagnant à la porte, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis que tout avait commencé. Cet après-midi-là, j'ai conduit à l'école de Kyle avec des copies de l'ordonnance restrictive dans un dossier. La directrice m'a rencontrée dans son bureau et a écouté attentivement pendant que je lui expliquais ce qui s'était passé. Nous avons élaboré un plan de sécurité ensemble. Ramassage protégé par mot de passe afin que personne ne puisse prendre Kyle sans connaître le mot secret que nous avions choisi.
Une photo de la Dre-Kelly pour le personnel du bureau principal avec des instructions explicites selon lesquelles elle n'était jamais autorisée à entrer dans l'enceinte de l'école. Documentation écrite selon laquelle personne prétendant être du personnel médical ne pouvait emmener Kyle sans ma permission directe, et un appel téléphonique pour vérifier. La directrice était solidaire et gentille, suggérant que nous rencontrions également l'enseignant de Kyle pour discuter de tout changement de comportement à surveiller. Elle a dit que le conseiller scolaire était disponible si Kyle avait besoin de parler à quelqu'un pendant la journée. J'ai pu reprendre une petite parcelle de contrôle sur notre situation en quittant cette réunion pour rejoindre ma voiture. Au moins à l'école, il serait protégé. Au moins, des systèmes étaient désormais en place. Pour le vendredi, exactement une semaine après l'incident à l'hôpital, le détective Maggi a appelé pour dire que l'avocat de l'hôpital voulait discuter des conditions d'un règlement à l'amiable, settlement terms. Il proposait de couvrir les changements de politique et une compensation pour ce que nous avions traversé. Darren y voyait la preuve qu'ils savaient qu'ils étaient responsables, qu'ils avaient mal agi en permettant à la Dre-Kelly d'avoir autant accès à Kyle. J'y voyais une tentative d'éviter une mauvaise publicité, essayant de faire disparaître le problème avec de l'argent avant que plus de gens ne soient au courant. Mais j'étais trop fatiguée pour être purement négative à ce sujet. Nous avons accepté d'écouter ce qu'il proposait une fois que les choses se seraient un peu calmées, une fois que nous ne serions plus en mode de pure survie. Le détective Maggi a dit qu'il organiserait une réunion pour la semaine suivante. Manipulation et avancée légale. 2 jours plus tard, une enveloppe par courrier certifié nécessitant ma signature est arrivée. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'avocat de la défense de la Dre-Kelly, soigneusement formulée et manifestement écrite par un avocat. Elle exprimait des remords pour les actions entreprises sous un stress émotionnel extrême. Elle nous demandait de considérer la position impossible d'une mère voyant sa fille mourir. Le langage était si calculé, si manipulateur, essayant de nous faire sentir coupables de ne pas aider. J'ai senti ma colère monter en la lisant, mes mains tremblant en tenant le papier. Mais sous la colère se trouvait une lancinante et inconfortable pointe d'empathie que je ne voulais pas reconnaître. Elle était aussi une mère. Sa fille était en train de mourir. Cela n'excusait pas ce qu'elle a fait, loin de là. Mais je ne pouvais pas ignorer complètement le désespoir qui se cachait derrière. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe et je l'ai rangée dans un tiroir où je n'aurais pas à la regarder. Le détective Maggi a rappelé quelques jours plus tard avec une mise à jour sur l'affaire pénale. Le bureau du procureur de district préparait des accusations qui incluraient enlèvement, agression et multiples violations de la loi HIPAA pour avoir accédé aux dossiers médicaux de Kyle sans raison légitime. Le procureur voulait nous rencontrer avant de déposer des accusations formelles pour s'assurer que nous comprenions le processus et le calendrier. Entendre que les professionnels prenaient cela au sérieux, qu'il y aurait de vraies conséquences, m'a aidé à me sentir moins comme si je criais dans le vide. J'ai eu l'impression que le système fonctionnait pour une fois, que les personnes au pouvoir écoutaient et agissaient. Cette nuit-là, je naviguais sur les actualités sur mon ordinateur portable quand j'ai vu un article sur la pénurie de transplantation pédiatrique et les registres de donneurs. Il présentait un cas concernant une petite fille ayant besoin de moelle osseuse, décrivant sa maladie et la recherche désespérée d'un donneur compatible. Il ne nommait pas la Dre-Kelly ni ne la reliait à l'enlèvement, mais j'ai reconnu des détails de ce qu'elle avait crié à travers la vitre de la voiture à l'hôpital. Mon cœur s'est serré pour une enfant malade. Même si j'étais toujours furieuse contre sa mère, j'ai continué à lire, apprenant à quel point les donneurs compatibles peuvent être rares, combien d'enfants meurent en attendant. Darren m'a surprise en train de lire et a doucement fermé mon ordinateur portable. Il m'a rappelé que ressentir de la compassion pour Misty ne signifiait pas que je devais pardonner ce qu'ils avaient fait à Kyle. Les deux choses pouvaient exister séparément. Je savais qu'il avait raison, mais cela restait compliqué et confus dans ma tête. Plus de harcèlement et réponse médicale. 2 semaines après que tout soit arrivé, j'étais au supermarché, essayant de reprendre des routines normales. J'étais dans l'allée des céréales, comparant les prix, lorsqu'une femme s'est approchée de moi. Elle s'est présentée comme la tante de Misty, les yeux déjà rouges et gonflés par les pleurs. Elle a commencé à me supplier d'au moins permettre à Kyle d'être testé, insistant sur le fait que la Dre-Kelly n'avait jamais voulu faire de mal à personne, et que Misty n'avait plus beaucoup de temps. Je me suis sentie piégée entre les étagères et son désespoir. Ma voix tremblait en essayant de lui dire de reculer. Je lui ai rappelé que tout contact supplémentaire violait l'ordonnance restrictive. Elle a continué à supplier, se rapprochant de moi, et j'ai reculé jusqu'à ce qu'un responsable du magasin le remarque et intervienne. J'ai abandonné mon chariot juste là dans l'allée, et j'ai marché rapidement jusqu'à ma voiture.
Mes mains tremblaient si fort que je n'ai pas pu conduire pendant 10 minutes. Je me suis simplement assise là sur le parking, agrippant le volant et essayant de respirer. Quand je me suis finalement calmée suffisamment, j'ai appelé Woologan depuis la voiture. Je lui ai posé des questions précises sur ce qu'impliquerait réellement le test volontaire pour Kyle si jamais nous l'envisagions. Il m'a expliqué le processus d'écouvillonnage de la joue, la probabilité de compatibilité et ce que signifierait le don de moelle osseuse si une compatibilité était confirmée. Il a souligné que c'était généralement sûr, mais non sans risque, que Kyle aurait besoin d'anesthésie et de temps de récupération. Il ne m'a fait aucune pression, me fournissant juste des informations d'une voix calme et professionnelle. J'ai apprécié qu'il me traite comme une personne intelligente, prenant une décision difficile, pas comme quelqu'un qui avait besoin d'être convaincu. Je ne l'envisageais pas sérieusement, mais connaître les faits m'a aidé à me sentir moins coupable de mon non ferme. Quelques jours plus tard, le détective Maggie a appelé avec des informations qui rendaient tout encore plus injuste. Le test génétique secret que la Drekeli avait tenté n'était pas admissible à des fins médicales et était probablement contaminé par des méthodes de prélèvement inappropriées. Même s'il montrait une compatibilité, tout centre de transplantation légitime exigerait un nouveau test avec un consentement et des conseils appropriés. Cela signifie que tout son plan était médicalement inutile en plus d'être criminel. Elle a traumatisé mon fils pour absolument rien. Les feutres n'auraient de toute façon pas pu lui donner de résultats utilisables. Toute cette peur et cette violation étaient pour un test qui n'aurait jamais fonctionné. D'une certaine manière, cela rendait les choses encore pires, sachant qu'elle nous avait fait vivre un enfer pour quelque chose qui n'allait de toute façon jamais aider sa fille. Crise de panique et tension familiale. Quelques jours plus tard, j'étais sur le parking de la pharmacie pour récupérer les somnifères de Kyle quand il s'est soudainement figé à côté du chariot de retour. Ses yeux se sont fixés sur quelque chose de l'autre côté du parking et sa respiration est devenue haletante. J'ai suivi son regard et j'ai vu une femme en blouse de laboratoire blanche entrer dans l'immeuble médical attenant à la pharmacie. Elle ne regardait même pas dans notre direction, mais Kyle m'a serré le bras si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Il a commencé à hyperventiler et à pleurer, disant que la doctoresse venait le chercher à nouveau. Je me suis agenouillée là, sur l'asphalte, et je l'ai serré dans mes bras, pressant son visage contre mon épaule. Tout son corps tremblait, et je pouvais sentir son cœur battre à travers son fin t-shirt. J'ai essayé la technique de respiration que la thérapeute nous a enseignée, comptant à haute voix et exagérant mes propres respirations pour qu'il puisse les imiter. 4 temps à l'inspiration, retenir 4 temps à l'expiration. Mais il continuait de haleter et de pleurer, ses mots sortant brisés entre les sanglots à propos de la voiture et de l'hôpital. D'autres acheteurs passaient, nous jetant des regards inquiets, mais je m'en fichais. J'ai continué à compter les respirations et à frotter des cercles dans son dos, comme la thérapeute me l'avait montré. Il a fallu près de 20 minutes avant que sa respiration ne ralentisse et que les tremblements ne s'arrêtent. Quand il a finalement levé la tête, son visage était rouge et taché, ses yeux épuisés. Il s'est appuyé contre moi comme si toute son énergie s'était envolée. Et j'ai dû le porter jusqu'à la voiture, même s'il devient trop grand pour ça. Je l'ai attaché dans son siège, et il s'est immédiatement recroquevillé en s'agrippant à ses genoux. Je me suis assise sur le siège conducteur, la porte ouverte, et j'ai appelé la thérapeute avec mon portable. Sa réceptionniste a dit qu'elle était complètement réservée, mais quand j'ai expliqué ce qui venait de se passer, elle m'a mise en attente. 2 minutes plus tard, la thérapeute est revenue avec 1 heure de libre à 16h cet après-midi-là. Je l'ai remerciée environ 5 fois et j'ai conduit jusqu'à la maison avec Kyle silencieux sur le siège arrière. Lors de la séance cet après-midi-là, la thérapeute a donné à Kyle une petite peluche lestée, un chien bleu qui tenait dans sa paume. Elle a expliqué que le poids l'aiderait à se gronder, à se recentrer, lorsqu'il aurait peur et qu'il pouvait le serrer aussi fort qu'il le souhaitait. Kyle l'a tenu tout le chemin du retour et l'a emmené au lit ce soir-là. Le lendemain soir, Darren est rentré du travail, l'air plus stressé que d'habitude. Nous avons installé Kyle avec son dîner et des dessins animés dans le salon, et nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec nos propres assiettes. Darren a remué sa nourriture pendant 1 minute, avant d'admettre que son patron l'avait pris à part ce matin-là. Apparemment, sa performance déclinait, et il avait manqué trop de jours. Son patron comprenait l'urgence familiale, mais a clairement indiqué que l'entreprise avait besoin qu'il soit concentré ou qu'il devrait reconsidérer son poste. La voix de Darren s'est tendue lorsqu'il a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail en plus de tout le reste. Il a de nouveau mentionné le règlement de l'hôpital, disant que nous devrions prendre ce qu'ils offraient rapidement.
L'argent nous donnerait une marge de manœuvre s'il était licencié, et nous pourrions arrêter de nous inquiéter d'une chose au moins. Je comprenais d'où il venait, mais quelque chose en moi résistait à être pressé. Je ne voulais pas que l'hôpital s'en tire juste parce que nous étions désespérés. Nous nous sommes disputés un moment, tous deux frustrés, jusqu'à ce que nous acceptions finalement d'au moins écouter leur offre complète avant de prendre toute décision. Nous devions aborder cela en équipe, même si nous nous effondrions tous les deux de différentes manières. Kyle a appelé depuis le salon en demandant plus de jus et nous nous sommes levés tous les deux, reconnaissants de l'interruption. Préparation pour la bataille juridique. 3 jours plus tard, nous avons rencontré la procureure dans son bureau du centre-ville. C'était une femme mince d'une 40aine d'années, avec des lunettes et un air sérieux. Elle a posé des dossiers sur la table de conférence et a expliqué que le bureau du procureur construisait un dossier solide, mais que nous devions être préparés à ce que la défense allait argumenter. Elle a dit « L'avocat de la D. Kelly plaidera probablement que notre éducation a créé des opportunités d'accès et que nous aurions dû reconnaître les signaux d'alarme plus tôt. » Les mots m'ont frappé comme une gifle et j'ai senti la honte m'envahir la poitrine, même si je savais que ce n'était pas juste. La procureure a dû voir mon visage changer car elle a immédiatement ajouté que ce n'était que des tactiques de défense standard et non un reflet de la réalité. Elle nous préparait au coup émotionnel de nos décisions remises en question au tribunal. Elle a souligné que les preuves montraient clairement le comportement prédateur de la D. Kelly et que blâmer les parents était une stratégie courante qui fonctionnait rarement. J'ai apprécié son honnêteté, même si j'appréhendais de m'asseoir dans une salle d'audience en entendant quelqu'un dire ces choses à haute voix. Darren s'est rapproché et m'a serré la main sous la table. La procureure a passé une autre heure à nous expliquer le calendrier et ce à quoi nous pouvions nous attendre lors de l'audience préliminaire. Quand nous sommes partis, je me suis sentie validée et épuisée, sachant que ce processus allait être encore plus difficile que ce que j'avais imaginé. 2 semaines plus tard, Déborah de l'hôpital a appelé mon portable alors que je pliais du linge. Elle m'a informé que le conseil médical de l'État avait formellement ouvert une enquête sur la licence de la D. Kelly. L'hôpital avait également révoqué complètement ses privilèges cliniques en attendant le résultat de l'affaire pénale et de l'examen du conseil. Cela ressemblait enfin à une conséquence réelle, bien que Déborah ait averti que le processus pourrait prendre des mois. J'ai demandé si d'autres familles devaient être informées si leurs enfants avaient été patients de la D. Kelly. Déborah a dit que l'hôpital examinait déjà tous ces cas récents à la recherche de violations de limites similaires. Elle a promis qu'il prenait cela au sérieux et qu'il mettait en œuvre de nouveaux protocoles concernant les évaluations sans surveillance. Après avoir raccroché, je suis restée là, tenant mon téléphone, sentant que peut-être le système fonctionnait pour une fois. L'après-midi suivant, mon portable a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, et la voix d'une femme s'est immédiatement lancée pour poser des questions sur l'affaire de la pédiatre et la transplantation. Elle s'est identifiée comme journaliste d'un journal local et a demandé si je serais disposée à commenter. J'ai senti mon estomac se tordre et j'ai demandé comment elle avait obtenu mon numéro. Elle a éludé la question et a de nouveau essayé de me faire confirmer des détails sur l'enlèvement et la fille de la D. Kelly. J'ai dit que je n'avais aucun commentaire et j'ai raccroché, les mains tremblantes. J'ai immédiatement appelé le détective Maggie et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a soupiré et a dit que l'attention des médias était inévitable étant donné les circonstances inhabituelles. Mais il m'a rappelé que je n'avais absolument aucune obligation de participer. Il a suggéré une simple réponse de « sans commentaire » à tout appel futur, ce qui m'a donné la permission de protéger notre vie privée. Il a également dit qu'il enquêterait sur la façon dont la journaliste avait obtenu mon numéro personnel, car cette information aurait dû être protégée. Hypervigilance et ordonnance judiciaire. La même semaine, un colis anonyme est apparu sur notre véranda. Je l'ai vu à travers la fenêtre en rentrant de l'école après avoir récupéré Kyle. Mon premier instinct a été la panique. Et j'ai immédiatement appelé la police avant même de le toucher. 2 officiers en uniforme sont arrivés en 15 minutes et ont soigneusement ouvert la boîte sur notre pelouse. À l'intérieur se trouvaient 3 livres pour enfants sur le courage avec des couvertures lumineuses et colorées et des messages positifs. Il n'y avait ni note ni adresse d'expéditeur. Les officiers ont tout photographié et ont emporté les livres comme preuve potentielle, bien qu'ils aient dit que c'était probablement juste un geste bien intentionné de quelqu'un qui avait entendu parler de notre situation. Mais debout là, les regardant le documenter, je ne pouvais pas m'empêcher de trembler. Dans mon état actuel, tout me semblait être une menace. L'un des officiers, un jeune homme aux yeux gentils, m'a dit que c'était une réponse au traumatisme tout à fait normale. Il a dit que mon cerveau était en mode hypervigilance, essayant de protéger Kyle
et que cela se calmerait avec le temps. Ces mots m'ont aidé à me sentir un peu moins folle, mais j'ai quand même vérifié la véranda 3 fois cette nuit-là avant de me coucher. Quelques jours après cela, le détective Maggie a appelé et a demandé si je pouvais le rencontrer à la clinique de la Drekely pour revoir exactement ce qui s'était passé lors de chaque rendez-vous. Je ne voulais pas y retourner, mais je comprenais pourquoi il avait besoin que je reconstitue la chronologie. Darren était resté à la maison avec Kyle et j'ai conduit seule à la clinique, l'estomac noué tout le long du chemin. Le détective Maggie attendait sur le parking et nous sommes entrés ensemble. Le gérant de la clinique nous a accueillis, l'air nerveux et coopératif, clairement inquiet de la responsabilité légale. Entrer dans cette salle d'examen où la Drekely avait posé toutes ces questions invasives à Kyle m'a donné la chair de poule. Les murs étaient toujours du même jaune joyeux avec des animaux de dessin animés peints près du plafond. Je me suis forcée à me tenir à l'endroit où je l'avais interrompu et j'ai décrit exactement ce que j'avais entendu et vu. Le détective Maggie a pris des notes détaillées et a photographié la pièce sous différents angles. Nous avons demandé des images de sécurité des couloirs et le gérant a immédiatement accepté, disant qu'il ferait en sorte que tout soit extrait des dates pertinentes. Il n'arrêtait pas de s'excuser et de dire qu'il n'avait aucune idée que la Drekely se comportait de manière inappropriée. Je l'ai cru, mais cela ne m'a pas fait me sentir mieux quant au temps que le comportement était passé inaperçu. Environ une semaine plus tard, le détective Maggie a appelé avec de nouvelles informations qui rendaient tout encore plus calculé. Le service informatique de l'hôpital avait extrait des journaux d'audit qui montraient que la Drekely avait accédé au dossier médical électronique de Kyle plusieurs fois en dehors des dates de rendez-vous. Elle avait consulté ses dossiers de naissance, ses antécédents familiaux, son groupe sanguin, tout cela sans aucune raison médicale légitime. Chaque accès non autorisé était une violation distincte de la loi HIPAA, et le schéma montrait une préméditation claire. Ce n'était pas une mère désespérée faisant une dépression soudaine. C'était quelqu'un qui planifiait et recueillait des informations depuis des semaines. Le détective Maggie a dit que le procureur ajoutait les violations de la loi HIPAA aux accusations et que cette preuve serait difficile à expliquer pour la défense. J'ai ressenti un étrange sentiment de justification en entendant cela. Mes instincts avaient été justes depuis le début. Quelque chose n'allait pas depuis ce premier rendez-vous, et maintenant il y avait des preuves. L'audience et la lutte intérieure. La date de l'audience pour l'ordonnance restrictive permanente est finalement arrivée environ 1 mois après la tentative d'enlèvement. J'ai dû m'asseoir dans la même salle d'audience que la Drekely pour la première fois depuis ce jour à l'hôpital. Elle était assise à la table de la défense, l'air épuisé et vide, les cheveux attachés en une queue de cheval en désordre. Son avocat s'est levé et a plaidé qu'elle avait agi sous une détresse émotionnelle extrême en voyant sa fille mourir, que ses actions provenaient du désespoir maternel plutôt que de la malice. J'ai vu la Drekely commencer à pleurer lorsque son avocat a mentionné l'état de Misty, et j'ai ressenti une pincée de pitié non désirée. Mais ensuite, j'ai regardé de l'autre côté de la salle Kyle assis avec l'avocat des victimes, tenant son chien bleu lesté, et je me suis souvenu de la terreur absolue dans ses yeux lorsqu'elle l'a attrapé. Ma détermination s'est immédiatement raffermie. La procureure a présenté les preuves méthodiquement, y compris l'accès non autorisé aux dossiers médicaux et la tentative de prélèvement d'ADN secret. Elle a souligné la nature calculée du comportement de la Drekely et la menace continue pour la sécurité de notre famille. Le juge a écouté attentivement les deux parties, prenant des notes et posant des questions occasionnelles. Lorsque le juge a finalement parlé, il a accordé une ordonnance restrictive d'1 an avec des dispositions spécifiques. La Drekely ne pouvait accéder aux installations médicales que pour les soins de sa fille, et uniquement sous surveillance. Elle devait rester à au moins 500 pieds de notre maison, de l'école de Kyle et de tout endroit où nous avions des rendez-vous réguliers. L'ordonnance n'était pas permanente, mais c'était quelque chose de concret. En quittant le palais de justice après, je me suis sentie soulagée et mal à l'aise. Ce n'était qu'une pièce d'un processus beaucoup plus long, et je savais que nous avions des mois de procédure judiciaire devant nous. Darren a passé son bras autour de mes épaules, et nous avons marché vers la voiture ensemble. Kyle entre nous, tenant nos 2 mains. J'ai serré le volant plus fort en m'éloignant du palais de justice. Mon esprit pensant déjà à ce qui allait suivre au lieu de célébrer la petite victoire que nous venions de remporter. 2 jours plus tard, je me suis retrouvée à marcher dans les couloirs de l'hôpital à un étage complètement différent, me disant que je coupais simplement pour arriver au garage plus rapidement. Mais mes pas ont ralenti lorsque je suis passée devant l'aile de l'unité de soins intensifs pédiatriques, et j'ai vu le nom sur l'annuaire de la porte. Je ne devrais pas regarder, mais je l'ai fait quand même.
regardant par la fenêtre d'observation vers l'une des chambres où une petite silhouette était allongée, entourée de machines bipantes et de poteaux de perfusion. La fille n'avait pas de cheveux et sa peau paraissait pâle contre les draps blancs. Et même à cette distance, je pouvais voir à quel point ses bras étaient fins. C'était Misty. C'était la fille que la Drekeli essayait de sauver lorsqu'elle a attrapé mon fils. Ma poitrine s'est serrée d'une émotion que je ne voulais pas nommer parce que j'avais l'impression de trahir Kyle, de ressentir autre chose que de la colère. Ce n'est qu'une enfant qui n'a pas demandé à être malade et n'a pas demandé à sa mère de faire quelque chose de terrible. Mais comprendre pourquoi la Drekeli a agi ne rend pas ce qu'elle a fait juste. Et cela n'efface pas la peur dans les yeux de Kyle lorsqu'elle l'a emmené. Je me suis rapidement retournée avant que quelqu'un ne me remarque debout là, et j'ai marché rapidement vers la sortie, emportant avec moi la confusion compliquée de ces sentiments comme un poids que je ne pouvais pas lâcher. L'avenir et la clôture. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, Darren attendait dans la cuisine avec une expression sérieuse qui me disait qu'il pensait à quelque chose toute la journée. Il a suggéré que nous devrions envisager de déménager dans une ville voisine où Kyle pourrait recommencer dans une école différente, sans que tout le monde ne le connaisse comme l'enfant dont la doctoresse avait tenté de l'enlever. J'ai senti mes épaules se tendre immédiatement car déménager me semblait fuir et laisser la Drekeli gagner d'une certaine manière. Je lui ai dit que déraciner Kyle de ses amis et de tout ce qui lui était familier ne ferait qu'ajouter plus de traumatisme à ce qu'il traitait déjà. Darren a soutenu qu'un nouveau départ pourrait être exactement ce dont Kyle avait besoin et que rester ici signifiait constamment croiser des gens qui savaient ce qui s'était passé. Nous nous sommes disputés jusqu'à ce que nos deux voix s'élèvent et que nous disions les mêmes points encore et encore, sans avancer nulle part, sauf pour devenir plus frustrés. Finalement, nous sommes tous les deux tombés à court de souffle et nous nous sommes assis à la table de la cuisine dans un silence épuisé. J'ai suggéré que nous attendions et demandions à la thérapeute de Kyle ce qui serait vraiment le mieux pour lui, au lieu de simplement deviner. Darren a accepté ce compromis et nous en sommes restés là pour l'instant. Aucun de nous n'était heureux. Mais au moins, nous ne nous battions plus. 3 jours plus tard, Genesis Wise est venue pour ce qu'elle a dit être sa dernière visite à domicile. Elle a parcouru la maison une fois de plus, vérifiant la nouvelle serrure de la moustiquaire et notant toutes les mesures de sécurité que nous avions mises en place. Elle s'est assise avec nous à la table de la salle à manger et nous a dit officiellement que le dossier SPE était clos parce que notre foyer était sécurisé et que nous avions fait tout ce qui était juste pour protéger Kyle. Elle a mentionné la rapidité avec laquelle nous avions réagi aux menaces et comment nous avions mis Kyle en thérapie immédiatement. Et elle a dit que ces actions montraient une bonne parentalité protectrice. Avant de partir, elle m'a remis une lettre avec un en-tête officiel, indiquant que l'enquête n'avait révélé aucune préoccupation concernant notre parentalité et que l'affaire était classée. L'après-midi suivant, mon téléphone sonne avec un numéro que je reconnais comme étant celui du service de transplantation de l'hôpital. Je réponds avec prudence et j'entends la voix de Wu Logan qui me dit qu'il a des nouvelles inattendues. Il m'explique qu'un donneur de moelle osseuse potentiellement compatible a été trouvé pour Misty via le registre national. Quelqu'un qui vit à l'autre bout du pays et n'a absolument aucun lien avec notre famille. Le donneur passe des tests supplémentaires pour confirmer la compatibilité. Et si tout se passe bien, Misty pourrait recevoir une greffe d'ici quelques semaines. Un étrange sentiment de soulagement m'envahit. Savoir avec certitude que Kyle est complètement hors de l'équation et que Misty pourrait obtenir de l'aide de quelqu'un qui a choisi de donner correctement. Je remercie Wu de m'avoir tenu informée. Et après avoir raccroché, je reste assise une minute, sentant que peut-être tout ce cauchemar pourrait avoir une fin où tout le monde obtiendrait quelque chose dont il a besoin. 2 jours plus tard, un email arrive de l'avocat de la défense de la Drekeli avec une proposition formelle pour ce qu'on appelle une session de médiation réparatrice. L'avocat écrit que la Drekeli souhaite avoir l'occasion de nous faire une déclaration directe expliquant ses actions et assumant la responsabilité dans le cadre de son processus de réhabilitation. Je lis l'email 3 fois, essayant de déchiffrer s'il s'agit d'un remords sincère ou simplement d'une stratégie juridique pour qu'elle ait l'air meilleure au tribunal. J'en parle à ma thérapeute lors de mon prochain rendez-vous et elle suggère que la médiation pourrait offrir une clôture si j'y vais avec des limites très claires sur ce que j'accepterai et ce que je n'accepterai pas. Mais quand j'en parle à Darren ce soir-là, il s'y oppose immédiatement, qualifiant cela de manipulation et disant « La Drekeli ne mérite plus de notre temps ni de notre attention. Nous convenons d'y réfléchir séparément avant de prendre toute décision, car nous sommes tous les deux trop sensibles pour en discuter calmement en ce moment. » La révélation du feutre et les accusations formelles.
La semaine suivante, je suis assise dans la salle d'attente pendant la séance de thérapie de Kyle quand il sort prématurément, l'air confus. La thérapeute demande si elle peut me parler en privé et m'emmène dans son bureau pendant que Kyle retourne à l'aire de jeu. Elle me dit que Kyle a mentionné quelque chose de troublant pendant sa séance à propos des feutres Spider-Man que la Dre Kelly lui a donné lors de ce deuxième rendez-vous. Apparemment, Kyle a dit que les feutres avaient un goût de médicament quand il les a essayés. Le visage de la thérapeute a complètement changé lorsqu'elle a entendu cela, et elle a demandé à Kyle de décrire exactement ce qui s'était passé. Kyle a expliqué que la Dre Kelly lui avait dit de tester si les feutres fonctionnaient en mettant brièvement la pointe sur sa langue pour voir si la couleur apparaissait. L'estomac se tord en réalisant ce qu'elle a fait. Comment elle a entraîné mon fils de 6 ans à lui donner un échantillon d'ADN sans qu'il ne sache ce qui se passait. La thérapeute est déjà en train de taper des notes sur son ordinateur et me dit qu'elle a l'obligation de partager cette information avec le détective Maggie, car il s'agit d'une preuve potentielle de manipulation et de contraintes supplémentaires. Je me sens malade en rentrant chez moi car chaque fois que je pense comprendre toute l'étendue de ce que la Dre Kelly a fait, une autre couche se révèle qui empire les choses. Le détective Maggie m'appelle le lendemain matin pour confirmer qu'il a reçu le rapport de la thérapeute et qu'il le transmet au bureau du procureur de district. Il explique que ce nouveau détail sur l'entraînement de Kyle à fournir de l'ADN renforce encore plus l'affaire et montre plus de préméditation qu'il ne le pensait initialement. Une semaine plus tard, le détective Maggie rappelle avec une mise à jour selon laquelle le procureur a déposé des accusations formelles, incluant enlèvement, agression, prélèvement génétique non autorisé et multiples violations de la loi HIPAA, pour avoir accédé aux dossiers médicaux de Kyle sans raison légitime. Il mentionne que l'avocat de la Dre Kelly avait fait pression pour une négociation de plaidoyer avec des chefs d'accusation réduits, mais ces nouveaux détails sur les feutres ont rendu le procureur moins disposé à négocier avec clémence. L'affaire est maintenant en route vers une audience préliminaire où ils présenteront des preuves à un juge. Le détective Maggie m'avertit que nous devrons probablement témoigner à un moment donné et que le processus pourrait prendre plusieurs mois de plus. Je me sens justifié que le système prenne cela au sérieux et épuisé à l'idée de plus de dates d'audience et de revivre tout cela. Le même après-midi, la procureure appelle et me demande si je serais disposée à préparer une déclaration d'impact de la victime, Victim Impact Statement, à lire lors de la sentence en cas de condamnation ou si la Dre Kelly accepte une négociation de plaidoyer. Elle m'explique que la déclaration doit décrire, avec mes propres mots, comment le crime a affecté notre famille. J'accepte de l'écrire. Et ce soir-là, après que Kyle soit couché, je m'assois à mon ordinateur portable et je commence à taper. J'écris sur la façon dont Kyle adorait aller chez le médecin et panique maintenant sur les parkings quand il voit des blouses blanches. J'écris sur la porte moustiquaire cassée et comment cela a donné l'impression que notre maison avait été violée. J'écris sur la peur que quelqu'un en qui nous avions confiance ait utilisé cette confiance comme une arme contre nous. Les mots sortent plus facilement que je ne l'avais prévu, et je trouve que ma voix devient plus forte et plus claire à chaque paragraphe, organisant toute la colère et la peur en quelque chose de concret qui peut être entendu et enregistré. Entrevue judiciaire et offre de règlement au civil 6 semaines s'écoulent avant que l'entrevue judiciaire ne soit programmée. J'emmène Kyle dans un centre spécial de défense des enfants conçu pour être moins intimidant qu'un poste de police. Une intervieweuse formée nous explique à tous les deux qu'elle posera des questions à Kyle sur ce qui s'est passé et que la session sera enregistrée pour une utilisation potentielle au tribunal. Elle me dit doucement que je ne peux pas être dans la pièce pendant l'entrevue, car c'est le protocole pour prévenir toute apparence d'entraînement ou d'influence sur les réponses de Kyle. L'idée de ne pas être là pendant qu'une étrangère interroge mon fils sur la pire expérience de sa vie est une torture, mais je comprends que les règles existent pour de bonnes raisons. Kyle entre dans la salle d'entrevue, tenant son chien bleu lesté, et je m'assois dans la salle d'attente à regarder l'horloge. 40 minutes s'écoulent lentement avant que la porte ne s'ouvre et que Kyle ne sorte, l'air fatigué, mais pas bouleversé. Il me dit qu'il a répondu à toutes les questions et qu'il a pu dessiner un tableau de notre famille avec des feutres spéciaux à la fin. L'intervieweuse s'approche et me dit à voix basse que Kyle a été formidable, que son récit était clair et cohérent et qu'il a été très courageux. Elle dit que l'enregistrement sera mis à la disposition de la procureure et qu'il devrait aider considérablement l'affaire. Je serre Kyle fort dans mes bras et lui dis à quel point je suis fière de lui. La semaine suivante, une enveloppe épaisse arrive par courrier certifié du service juridique de l'hôpital. À l'intérieur se trouve leur offre de règlement officiel avec plusieurs pages de termes et conditions. L'offre comprend la couverture complète des frais de thérapie de Kyle pendant jusqu'à 5 ans sans limite,
Une compensation financière pour notre traumatisme et les salaires perdus de Darren, pour son absence au travail, de l'argent pour réparer la porte moustiquaire cassée et remplacer mon téléphone endommagé, et un engagement à mettre en œuvre de nouveaux protocoles dans tout l'hôpital concernant les évaluations de patients sans surveillance et l'accès du personnel aux dossiers médicaux. Les montants en euros sont significatifs, mais pas scandaleux, et les changements de politique semblent pouvoir réellement empêcher que cela n'arrive à une autre famille. Darren le lit ce soir-là et veut accepter immédiatement car l'argent nous donnerait une sécurité financière réelle et nous permettrait de nous concentrer entièrement sur le rétablissement de Kyle. Je veux que notre propre avocat examine chaque mot d'abord, car je n'ai pas confiance que les avocats de l'hôpital aient nos meilleurs intérêts à l'esprit. Nous parvenons à un compromis en programmant une réunion avec un avocat spécialisé dans les cas de négligence médicale pour évaluer si l'offre est vraiment juste ou si nous devrions faire pression pour obtenir davantage. Crise du donneur et négociation du règlement. L'avocat que nous engageons pour examiner le règlement nous rencontre un mardi après-midi et passe 2 heures à parcourir chaque clause avec un surligneur et des notes autocollantes. Elle souligne que la couverture de la thérapie est assez généreuse et que le langage de non-divulgation est assez standard pour de tels cas. Cependant, elle suggère que nous fassions pression pour une exception, nous permettant de partager des leçons de sécurité avec d'autres parents, sans nommer spécifiquement l'hôpital. Darren continue de poser des questions sur le montant d'argent et s'il est juste pour ce que nous avons traversé. Et elle explique que les règlements pour faute professionnelle médicale sont compliqués car les jurys sont imprévisibles et les procès sont coûteux et traumatisants. Elle pense que l'offre est raisonnable, mais dit que nous pourrions probablement négocier 10 000 ou 15 000 euros supplémentaires si nous sommes prêts à attendre quelques mois de plus. Je vérifie mon téléphone pendant qu'il parle de chiffres, et c'est alors que je vois l'alerte d'actualité. Le titre dit « Candidat au don de moelle osseuse disqualifié en raison de complications médicales », et l'estomac me fait mal car je sais exactement de quel cas il parle, même s'il ne nomme pas Misty. Je clique et je lis que le donneur potentiel qui était en cours d'évaluation pour un patient atteint de leucémie pédiatrique s'est avéré avoir une maladie auto-immune non diagnostiquée auparavant qui rend le don trop risqué. L'article parle de la dévastation qui survient lorsqu'un donneur compatible échoue et comment la recherche se poursuit via le registre national. Je ressens cet étrange nœud tordu dans ma poitrine, car une partie de moi est triste pour une enfant qui meurt. Une partie de moi est soulagée que la pression ait disparu, et une partie de moi se sent coupable d'être soulagée. Darren remarque que je suis devenue silencieuse et se penche pour voir ce que je lis. Il ferme doucement mon téléphone et me rappelle que la situation médicale de Misty n'est pas notre responsabilité et qu'avoir des limites ne fait pas de moi une mauvaise personne ou une personne sans cœur. J'acquiesce, mais le nœud ne disparaît pas car savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont 2 choses complètement différentes. Le nouveau donneur et l'approche de Kelly. 2 mois s'écoulent et la vie s'installe dans ce nouvel étrange rythme où nous guérissons. Mais attendons également que le système juridique avance. Kyle a une thérapie toutes les semaines et j'ai une thérapie toutes les 2 semaines, et Darren s'est joint à moi pour quelques séances pour gérer le stress qui nous a presque brisés. L'avocate a négocié les conditions de règlement que nous souhaitions, et nous avons signé les documents, bien que le chèque réel n'arrive que dans quelques semaines en raison des délais de traitement. Je suis au supermarché un samedi matin, chargeant des sacs dans le coffre de ma voiture dans le parking souterrain, quand mon téléphone sonne avec un numéro que je reconnais comme étant celui de l'hôpital. Pendant une seconde, je panique, pensant que quelque chose n'a pas fonctionné avec le règlement. Mais ensuite, je vois que c'est Woologan qui appelle, et je me souviens qu'il a dit qu'il me tiendrait informé par courtoisie. Je réponds, et il me dit qu'un autre donneur potentiel est apparu sur le registre. Un jeune homme d'une 20aine d'années d'un autre État, qui est un donneur fortement compatible en préliminaire pour Misty. Ils effectuent des tests de confirmation maintenant pour s'assurer que la compatibilité est aussi bonne qu'il y paraît. Et si tout se passe bien, il a déjà dit au coordinateur de transplantation qu'il était prêt à donner. La voix de Wu est prudemment pleine d'espoir quand il explique que ce donneur est en bonne santé et motivé, et que si les tests confirment la compatibilité, Misty pourrait avoir sa greffe dans 1 mois. Je me surprends à sourire en le remerciant de m'avoir tenu informée, surprise de la façon dont je souhaite sincèrement que cela fonctionne. Je veux qu'il y ait une issue pour Misty qui n'ait rien à voir avec ma famille, où elle reçoit de l'aide par les bonnes voies de la part de quelqu'un qui a choisi d'être sur ce registre. Après avoir raccroché, je reste là, dans le parking souterrain, pendant 1 minute, me sentant plus légère que depuis des semaines. Comme si peut-être il y avait une version de cette histoire où Misty survit, la Drekeli fait face aux conséquences
et nous avançons tous séparément. Je cherche le dernier sac de course quand j'entends des pas derrière moi, puis une voix que je reconnais instantanément. La Drekeli émerge de derrière 2 voitures garées, le visage désespéré et émacié, et je me fige, la main toujours sur le caddie. Elle viole l'ordonnance restrictive juste en étant ici. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle commence à parler rapidement du nouveau donneur potentiel et à quel point elle est désolée et qu'elle avait juste besoin que je sache que Misty pourrait s'en sortir. Ses mots se bousculent dans cette rafale maniaque, et je peux voir qu'elle a pleuré, ses yeux rouges et ses mains tremblantes. Je me force à rester calme, même si mon cœur bat la chamade, me rappelant ce que la thérapeute m'a appris sur le fait de ne pas interagir avec des personnes qui franchissent les limites. Je lui dis fermement que je suis contente pour le donneur, mais qu'elle doit partir immédiatement car elle enfreint la loi en étant ici. Elle fait un pas de plus et je sors mon téléphone de ma poche, le tenant pour qu'elle voie que je suis sérieuse. Elle commence à pleurer plus fort et lève les mains comme si elle se rendait, reculant vers la sortie du parking souterrain, en s'excusant encore et encore. Je compose le 911 et leur donne ma position et une description de sa voiture, la regardant monter dans une berline grise et partir. L'opératrice reste en ligne avec moi jusqu'à ce qu'une voiture de police arrive environ 10 minutes plus tard, et je tremble à ce moment-là. Mais je suis aussi étrangement fière de moi pour être restée calme et avoir appelé à l'aide au lieu de crier ou d'interagir. La police prend ma déclaration la même, dans le parking souterrain, et donne par radio la plaque d'immatriculation et la description du véhicule de la Drekeli. En 1 heure, le détective Maggi m'appelle pour me dire qu'ils l'ont localisé et arrêté à son appartement sur la base de mes informations. Il explique que la procureure dépose une requête d'urgence pour révoquer sa caution ou du moins imposer des conditions beaucoup plus strictes, car elle a violé l'ordonnance restrictive de manière assez flagrante. Je dois me rendre au poste de police cet après-midi-là pour donner une déclaration formelle, et je décris la rencontre dans le parking souterrain avec autant de détails que possible. Je souligne qu'elle ne m'a pas directement menacée ni tenté de me toucher, mais que sa présence était menaçante compte tenu de tout ce qui s'était passé auparavant. Mes mains tremblent pendant que je signe le formulaire de déclaration, et le détective Maggi le remarque, m'offrant de l'eau et me disant que j'ai fait exactement ce qu'il fallait en appelant immédiatement. Il dit que la violation est grave, car elle montre qu'elle ne respecte pas les ordonnances du tribunal et que le juge sera probablement sévère à ce sujet. Je quitte le poste de police épuisé, mais aussi étrangement autonomisé, comme si je m'étais prouvé que je pouvais gérer des situations effrayantes sans m'effondrer. Conséquences et guérison. L'audience d'urgence a lieu le lendemain, et je dois témoigner de la rencontre dans le parking souterrain. Le juge écoute ma description, puis l'avocat de la Drekeli essayant d'expliquer qu'elle voulait seulement partager de bonnes nouvelles et qu'elle n'avait pas l'intention de nuire. Le juge l'interrompt et dit que l'intention n'a pas d'importance lorsque quelqu'un viole une ordonnance restrictive et que la Drekeli a démontré qu'on ne peut pas lui faire confiance pour qu'elle reste loin de ma famille. Il modifie l'ordonnance restrictive pour inclure la surveillance par GPS via un bracelet de cheville et l'assignation à résidence sauf pour les rendez-vous médicaux liés aux soins de Misty, qui doivent être approuvés à l'avance et surveillés. Le représentant du conseil de l'hôpital se lève et annonce qu'il procède également à la révocation formelle de la licence médicale de la Drekeli, en attendant le résultat de l'affaire pénale, ce qui signifie qu'elle ne peut plus pratiquer la médecine, même si les accusations pénales étaient en quelque sorte abandonnées. En quittant ce palais de justice, je sens que le système prend enfin la menace au sérieux et met de vraies barrières entre son désespoir et la sécurité de ma famille. Darren me retrouve sur le parking et me serre longuement dans ses bras, et je réalise que je n'ai plus peur. Je suis juste fatiguée et prête à ce que tout cela se termine. 3 mois après l'enlèvement, Kyle montre de réels progrès que je peux voir et mesurer. Il dort la plupart des nuits sans cauchemar, ne se réveillant effrayé qu'1 fois par semaine au lieu de toutes les nuits. Ses crises de panique sont moins fréquentes et moins intenses, et quand elles se produisent, il est généralement capable d'utiliser les outils d'adaptation que sa thérapeute lui a enseignés, au lieu de simplement s'effondrer. Il a commencé à parler de la doctoresse effrayante au passé, disant des choses comme « quand cela est arrivé » au lieu de « et si cela se reproduisait ?» Il est toujours nerveux dans les environnements médicaux et se fiche parfois lorsqu'il voit quelqu'un en blouse blanche, mais il est généralement capable de s'en sortir avec des exercices de respiration et sa peluche lestée. Sa thérapeute me dit que c'est un excellent progrès compte tenu du calendrier et que le cerveau des enfants est remarquablement bon pour guérir lorsqu'ils se sentent en sécurité et soutenus. Elle me rappelle qu'il aura toujours une certaine sensibilité aux situations médicales, mais cela ne signifie pas qu'il est endommagé de façon permanente. En le regardant rire avec ses amis lors d'un rendez-vous de jeu, je me permets de la croire.
Nos routines quotidiennes se sont déplacées vers une nouvelle version de la normalité qui est différente de l'ancienne, mais qui n'est pas entièrement définie par le traumatisme. Je vérifie toujours les serrures 2 fois avant de me coucher et je regarde toujours par-dessus mon épaule dans les parkings. Mais ce sont des précautions raisonnables plutôt que des réactions de panique. Nous avons toujours un plan de sécurité pour le ramasser à l'école avec des mots de passe et des adultes approuvés, mais cela fait maintenant partie de notre routine plutôt que cette source constante d'anxiété. Kyle a de nouveau des rendez-vous de jeu et va à des fêtes d'anniversaire, et il rit avec les dessins animés et joue avec ses jouets. Il y a des heures entières où je ne pense pas du tout à la Drekeli, où mon cerveau ne cherche pas de menaces ou ne rejoue pas les pires moments. L'hypervigilance s'estompe pour devenir quelque chose qui ressemble plus à une prudence appropriée, et j'apprends à croire que nous pouvons être à la fois prudents et bien en même temps. Darren et moi avons à nouveau des soirées en tête-à-tête et parlons de choses normales comme les factures et les réparations à la maison, au lieu de seulement l'affaire et le traumatisme. Ce n'est pas parfait et certaines journées sont plus difficiles que d'autres, mais nous construisons une vie qui inclut ce qui s'est passé sans en être complètement consumé. Résolution et justice. Le règlement au civil avec l'hôpital est finalisé après que notre avocat ait négocié des conditions légèrement meilleures sur certains points. Ils acceptent de couvrir la thérapie de Kyle sans limite annuelle pendant 5 ans au lieu de leur offre initiale de 3 ans. Et ils ajoutent une clause qui limite l'accord de non-divulgation afin que nous puissions partager des leçons de sécurité avec d'autres familles sans nommer l'hôpital ou les membres du personnel. Le chèque arrive par courrier un mercredi après-midi et c'est plus d'argent que je n'en ai jamais vu en un seul endroit. Cela n'efface pas ce qui s'est passé ni ne rend le traumatisme rentable, mais cela procure une réelle sécurité et la validation que l'hôpital reconnaît qu'il n'a pas réussi à nous protéger. Darren et moi nous asseyons à la table de la cuisine ce soir-là et faisons un plan pour l'argent. La majeure partie va dans un fonds en fiducie pour les besoins futurs de Kyle, que ce soit l'université ou la thérapie ou tout ce dont il pourrait avoir besoin en grandissant. Nous en utilisons une partie pour rembourser la dette de carte de crédit qui s'est accumulée pendant la crise lorsque Darren s'absentait du travail et que je ne pouvais me concentrer sur rien. Nous en mettons une partie dans notre fonds d'urgence pour avoir une marge de manœuvre si quelque chose d'autre tourne mal. Cela semble responsable et prudent, comme si nous construisions la stabilité au lieu de simplement réagir au chaos. 4 mois après l'enlèvement, Wu Logan appelle avec des nouvelles qui me font pleurer au milieu du pliage du linge. Misty a reçu avec succès une greffe de moelle osseuse du donneur non apparenté. Le jeune homme d'un autre État qui s'est avéré être un donneur fortement compatible. La greffe a eu lieu il y a 2 semaines, et elle est maintenant dans la phase critique de récupération, qui est risquée et incertaine, car son corps pourrait rejeter la nouvelle moelle ou elle pourrait développer des complications graves. Mais elle a maintenant une chance réelle, une voie à suivre qui n'existait pas auparavant. Wu explique que le rétablissement de la greffe prend des mois et que son pronostic est toujours réservé, mais que la moelle du donneur est en train de s'implanter et de produire de nouvelles cellules sanguines. Je ressens cette vague de soulagement sincère qu'elle ait reçu de l'aide par les bonnes voies, que la générosité d'un étranger et le système médical légitime lui aient donné ce que mon fils n'aurait jamais pu fournir en toute sécurité. Cela ne résout pas mes sentiments à l'égard de la Drekeli, ni ne rend ce qu'elle a fait juste. Mais cela ferme un cycle douloureux dans mon esprit. Misty reçoit les soins dont elle a besoin sans que ma famille ne soit impliquée, ce qui est exactement ce qui aurait dû se passer depuis le début. L'affaire pénale de la Drekeli progresse vers la résolution par le biais d'une négociation de plaidoyer que la procureure m'appelle pour discuter avant qu'elle ne soit finalisée. Elle plaidera coupable à des chefs d'accusation réduits, incluant tentative d'enlèvement, agression et violation de la loi HIPAA. Mais l'accusation d'enlèvement sera rétrogradée en détention illégale, car la procureure pense qu'un jury pourrait être compréhensif compte tenu de la situation de la fille mourante. En échange du plaidoyer de culpabilité, elle recevra 5 ans de probation au lieu d'une peine de prison, un traitement obligatoire de santé mentale, l'abandon permanent de sa licence médicale et 200 heures de travaux d'intérêt général. La procureure explique qu'un procès serait traumatisant pour Kyle car il devrait témoigner et être contre-interrogé, et que ce résultat garantit des conséquences sans le mettre à la barre des témoins. J'ai du mal à savoir si c'est assez de justice, si la probation semble trop légère pour quelqu'un qui a attrapé mon fils et est parti avec lui. Mais quand je pense à Kyle devant s'asseoir dans une salle d'audience et répondre à des questions sur la doctoresse effrayante pendant qu'elle le regarde depuis la table de la défense, je sais que je ne peux pas lui infliger cela.
Je dis à la procureure que j'accepterai la négociation de plaidoyer car protéger Kyle d'un traumatisme supplémentaire est plus important que de punir parfaitement la Drake-Ellie, même si une partie de moi se demandera toujours si nous l'avons laissé s'en tirer trop facilement. Vers la nouvelle normalité. Darren et moi nous asseyons dans le bureau du conseiller 2 semaines après la négociation de plaidoyer, tous deux raides sur les chaises inconfortables. Le conseiller nous demande de décrire un moment pendant la crise où nous nous sommes sentis le plus seuls. Et Darren dit que c'était quand je ne lui ai pas permis d'aider à prendre des décisions concernant la thérapie de Kyle. Je sens la chaleur défensive monter, mais je me force à écouter pendant que le conseiller souligne que nous essayons tous les deux de protéger Kyle de différentes manières. Il nous donne des devoirs sur le fait de nous consulter mutuellement avant de prendre de grandes décisions, et nous pratiquons le scénario là, dans son bureau, trébuchant sur les mots comme si nous apprenions une nouvelle langue. Au cours des semaines suivantes, nous continuons d'y aller même si cela semble futile, et nous commençons lentement à parler de la peur sans qu'elle ne se transforme en blâme. Le conseiller nous aide à voir que le vrai problème n'était jamais l'un l'autre, mais la situation impossible dans laquelle la Drake-Ellie nous a mis. Darren admet qu'il avait peur que je le blâme de ne pas avoir vu les signes plus tôt, et j'admets que j'avais peur qu'il pense que j'étais une mauvaise mère pour avoir laissé cela se produire. Nous apprenons tous les deux à dire ces peurs à voix haute au lieu de les laisser s'envenimer. Et c'est un travail difficile, mais nous sommes tous les deux déterminés à réparer ce qui a été brisé entre nous. 5 mois après que tout ait commencé, je me tiens à la fenêtre de la cuisine un samedi après-midi et je regarde Kyle faire du vélo dans notre allée. Son rire s'échappe par la fenêtre ouverte, brillant et insouciant, et je sens quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Darren est dehors, au barbecue, en train de retourner des hamburgers, et l'odeur du charbon et de la viande cuite emplit l'air d'un confort ordinaire. Kyle fait signe à son père et fait un virage chancelant, manque de tomber, mais se corrige, et ils rient tous les deux. Je vérifie toujours les serrures 2 fois avant de me coucher tous les soirs, et je sens toujours mes épaules se crisper lorsque je vois quelqu'un en blouse blanche au magasin. Mais j'ai aussi des moments comme celui-ci où la vie se sent presque normale à nouveau, où je peux regarder mon fils jouer sans chercher des menaces toutes les 3 secondes. Nous ne sommes pas la même famille que nous étions avant que tout cela n'arrive. Et parfois, cette version innocente de nous, qui ne savait pas que les médecins pouvaient être dangereux, me manque. Mais nous apprenons à nous accommoder de qui nous sommes devenus. Construire une nouvelle normalité qui inclut à la fois la prudence et la joie. 6 mois après l'enlèvement, je suis enfin capable de voir la situation dans son ensemble, avec une certaine clarté au lieu de simplement réagir à la crise qui se produit en ce moment. Nous avons survécu à quelque chose de terrible, et nous avançons vraiment au lieu de simplement rester à flot. L'affaire pénale a été résolue avec la négociation de plaidoyer de la Drake-Ellie. Le règlement au civil avec l'hôpital a été géré et est dans le fond en fiducie de Kyle, et Kyle guérit avec l'aide de sa thérapeute toutes les semaines. Notre mariage est plus fort pour avoir affronté le pire ensemble et avoir choisi de le réparer plutôt que de le laisser nous briser. J'ai encore des jours difficiles où la colère et la peur reviennent, généralement déclenchées par quelque chose de petit, comme un rappel de rendez-vous médical ou la vue d'une blouse blanche. Je sais que Kyle portera une certaine version de cette expérience pour toujours. Que cela l'a changé d'une manière que nous ne comprendrons pas complètement avant qu'il ne soit plus âgé. Mais nous ne sommes plus définis par ce que la Drake-Ellie nous a fait. Nous sommes définis par la façon dont nous nous sommes protégés, comment nous avons cherché de l'aide lorsque nous en avions besoin, et comment nous avons refusé de laisser le traumatisme devenir toute notre histoire. Les serrures sont sûres, les routines sont solides, et nous construisons un avenir où la sécurité et la guérison existent à côté d'un espoir sincère. Alors oui, la justice a signifié un compromis car protéger un enfant de 6 ans du contre-interrogatoire importait plus que la peine maximale. Ce sont des choix du monde réel, pas la justice d'un film. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la façon de naviguer dans des situations impossibles sans réponse parfaite. Bon, je m'en vais. Restez vigilants et à la prochaine.